Il lui tendit les papiers de divorce à travers la table à manger, ricanant qu'elle n'était rien qu'un fardeau, une pigiste sans le sou, tirant vers le bas le prestige de sa famille. Il rit quand elle les signa sans lire les termes, pensant qu'elle était trop stupide pour se battre pour une pension alimentaire. Ce que Brandon Hayes ne savait pas était que le stylo bon marché qu'elle utilisa pour signer son nom était un Montblanc édition limitée d'une valeur de 40 000 $. Il ne savait pas que le travail de pigiste qu'elle faisait dans son bureau à domicile était en fait la gestion d'un fonds spéculatif mondial valant des milliards. Et il ne savait certainement pas que la compagnie avec laquelle sa famille était désespérée de fusionner pour les sauver de la faillite était la sienne. C'est l'histoire d'Emily Sterling, la femme qui fut divorcée pour des centimes seulement pour être révélée comme l'impératrice du monde des affaires. Prenez votre popcorn, vous n'allez pas croire comment ceci se termine. Le lustre au-dessus de la table à manger au domaine Hayé était en cristal importé d'Autriche et actuellement c'était la seule chose dans la pièce qui scintillait. L'atmosphère en dessous était étouffante de morosité, lourde du parfum de canard rôti et d'arrogance chère, non méritée. Emily Sterling était assise à l'extrémité de la table, ses mains pliées tranquillement sur ses genoux. C'était son 3e anniversaire de mariage avec Brandon Hayes, mais il n'y avait pas de fleurs, pas de cartes et certainement aucune chaleur. Au lieu de cela, elle était entourée par les gens qui avaient fait des 3 dernières années un accident de voiture au ralenti d'attrition émotionnelle. La mère de bonne Patricia et sa sœur Caroline. Emily, pour l'amour du ciel, ne vous affaissez pas. Patricia claqua, tranchant dans son canard avec une précision chirurgicale. Cela rend cette robe encore plus du rayon. Emily redressa sa colonne vertébrale, son visage un masque de calme pratiqué. La robe était une pièce sur mesure d'un atelier tranquille à Milan, faite de laine de Vigogne coûtant environ 12 000 $. Pour Patricia, qui ne reconnaissait que les logos comme Gucci et Louis Vuitton collés sur les poitrines, cela ressemblait à quelque chose d'un bac de réduction. « Désolé, Patricia, » dit Emily doucement. « Et dis-moi, » Caroline intervint, faisant tournoyer son chardonnay, « as-tu finalement décroché un client pour ton petit passe-temps de design graphique? Ou demandes-tu toujours à Brandon de l'argent pour l'épicerie? » Brandon, assis à la tête de la table, ne défendit pas sa femme. Il gloussa, un son qui grinça contre les nerfs d'Emily comme du papier de verre. C'était un bedroom. Mâchoire classique, coupe de cheveux chère, mais ses yeux étaient devenus froids au cours de la dernière année. Il était le vice-président de Hayes & Cole, une entreprise de logistique de taille moyenne fondée par son père. Il se portait bien, rapportant quelques millions par an, assez pour maintenir ce manoir dans le Connecticut et une maison d'été dans les Hamptons, mais ils étaient de petits poissons prétendant être des baleines. « En fait, » dit Brandon, essuyant sa bouche avec une serviette en lin. « C'est de cela dont nous devons parler, Evie. » La pièce devint silencieuse. La pression de l'air sembla chuter. Emily leva les yeux, ses yeux gris et lisibles. Elle connaissait ce ton. Elle avait vu les messages textes d'une femme nommée Jessica sur son téléphone pendant des mois. Elle avait vu les frais de carte de crédit pour des bijoux qu'elle n'avait jamais reçus. « C'est fini », Brandon dit. Il ne le dit pas avec tristesse. Il le dit avec soulagement. Il passa sous la table et en sortit une épaisse enveloppe Kraft, la faisant glisser sur la surface en acajou poli. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son verre d'heure. Papier de divorce. Brandon clarifia comme si elle ne pouvait pas lire les lettres en gras. Mon avocat les a rédigées ce matin. Ce sont des différences irréconciliables. Soyons honnêtes, Evie, tu ne rentres pas dans ce monde. Tu es simple. Tu es contente de la médiocrité. Ma famille est destinée à la grandeur et j'ai besoin d'une partenaire qui peut m'aider à ascensionner. Pas une encre me tirant vers le fond. Patricia laissa échapper un soupir de soulagement dramatique. Enfin, Brandon, je le dis depuis le jour du mariage. Emily ne tendit pas la main vers les papiers immédiatement. Elle regarda son mari.
L'homme qu'elle avait accepté d'épouser parce que 3 ans plus tôt, il avait semblé gentil. Il avait semblé différent des requins avec lesquels elle avait grandi dans les échelons supérieurs de la finance mondiale. Elle avait voulu une vie simple pour être aimée pour elle-même, pas pour le nom Sterling qui portait le poids d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Elle avait caché son identité. Elle lui dit qu'elle était orpheline, une pigiste. Elle voulait voir s'il construirait une vie avec elle à partir de zéro. Il avait échoué au test de manière spectaculaire. « Y a-t-il quelqu'un d'autre? » demanda Emily, sa voix ferme. Brandon sourit d'un air suffisant. Son nom est Jessica Price. Son père est au conseil d'administration de Technovas. Elle a des connexions, Evie. Elle a de la classe. Elle est tout ce que tu n'es pas. Nous allons nous fiancer dès que l'encre sera sèche sur ceux-ci. Jessica Price, Emily répéta. Elle connaissait le nom. La famille Price était notoire dans la ville. Nouvel argent, bruyant et endetté jusqu'au cou. Jessica était une grimpeuse sociale qui traitait les galas de charité comme des terrains de chasse. Le règlement est généreux, Brandon continua, tapotant la table. 50 000 $, tu gardes ta voiture, cette Honda déglinguée et tes effets personnels. En échange, tu renonces à tous les droits sur les actifs et la pension alimentaire de Hayes & Co. C'est une rupture nette. Prends-le ou j'aurai mes avocats qui t'enterreront un litige jusqu'à ce que tu sois sans abri. Caroline rit. 50 000? C'est plus que ce qu'elle a gagné de toute sa vie. Tu es trop gentil, mon frère. Emily regarda l'enveloppe. 50 000 $. C'était moins que ce qu'elle dépensait en maintenance de serveur pour son algorithme de trading privé en une semaine. Elle atteignit dans son sac à main un sac en cuir noir uni qui était en fait un prototype Hermès Vintage et en sortit un stylo. C'était une lourde laque noire avec une garniture en platine. « Tu veux que je signe tout de suite? » demanda-t-elle. « Ne fais pas semblant d'avoir besoin de le lire, » Patricia ricana. « Tu ne comprendrais de toute façon pas le jargon légal. Signe-le juste et pars. Nous avons des invités qui arrivent à 8 heures. Jessica apporte le champagne. » Emily ôta le capuchon du stylo. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle ne supplia pas. Un étrange sourire froid toucha ses lèvres. Un sourire qui, pendant une fraction de seconde, fit ressentir à Brandon un frisson de malaise. Ce n'était pas le sourire d'une femme au foyer vaincu. C'était le sourire d'un prédateur regardant une souris marcher dans un piège. Elle tourna à la dernière page, signa son nom dans un défilement fluide et confiant, et ferma le dossier. « Faites, » dit Emily, se levant, « juste comme ça. » Brandon cligna des yeux, pris au dépourvu. Il avait attendu des larmes. Il avait attendu des supplications. « Juste comme ça, » dit Emily. Elle plaça le stylo de retour dans son sac. « Tu as raison, Brandon. Je ne rentre pas dans ce monde. Je n'y ai jamais rentré. Et tu ne rentres certainement pas dans le mien. » Elle se tourna vers Patricia. Le canard était sec, Patricia. Il l'est toujours. Avant que la matriarche ne puisse bredouiller une réponse, Emily sortit de la salle à manger, ses talons claquant contre le sol en marbre, avec un rythme qui sonnait de manière suspecte, comme un compte à rebours. Les lourdes portes en chêne du domaine Hayes se fermèrent derrière Emily avec une finalité qui ressemblait à de la libération. L'air du Connecticut était vif, mordant ses joues, mais elle ne sentit pas le froid. Elle sentit la mue d'une peau. Elle descendit la longue allée sinueuse, passant devant la fontaine dont Brandon était si fier, qui fuyait actuellement, et vers le portail principal. Elle ne monta pas dans la Honda déglinguée que Brandon lui avait gracieusement permis de garder. Elle laissa les clés sur le poteau du portail. Au lieu de cela, elle tapota une séquence dans son téléphone. 2 minutes plus tard, l'obscurité de la route de campagne fut percée par les phares LED aveuglants de 2 VUS. Ce n'étaient pas des Uber. C'étaient des Cadillac Escalade blindés flanqués d'une Maybach bleue nuit élégante. Le convoi s'arrêta silencieusement. Un homme en costume élégant sortit de la porte arrière de la Maybach. Il était plus âgé avec des cheveux argentés et un visage taillé dans le granit. C'était Harrison Cole,
l'avocat d'entreprise le plus craint de New York, un homme qui facturait 2500 $ de l'heure et qui tenait actuellement la porte ouverte pour la femme portant une robe en laine à prix réduit. Madame Sterling, dit Harrison, inclinant légèrement la tête. Où est-ce Mademoiselle Sterling, à nouveau? Mademoiselle Sterling, Emily corrigea, glissant dans l'intérieur en cuir moelleux. Décidément, Mademoiselle Sterling, avez-vous apporté le dossier? C'est sur la tablette, dit Harrison, s'installant en face d'elle tandis que la voiture s'éloignait laissant le domaine Hayes dans la poussière. J'ai aussi pris la liberté d'annuler vos comptes conjoints. Le règlement de 50 000 $ a été transféré à une œuvre de charité pour chiens errants au nom de Brandon. J'ai supposé que vous ne le vouliez pas. Homme intelligent, murmura Emily. Elle atteignit un verre d'eau pétillant depuis la console de la voiture. Comment vont les choses chez Vanguard? Chaotique, admit Harrison. Le conseil est agité. Ils attendaient le retour du PDG fantôme. La fusion avec les marchés asiatiques est au point mort. Ils ont besoin de vous, Eva. Le sabbatical de 3 ans est terminé. Emily regarda par la fenêtre. Pendant 3 ans, elle avait dirigé Vanguard Global, une société holding avec des actifs dans l'immobilier, la technologie et la logistique totalisant plus de 40 milliards de dollars à distance en utilisant des mandataires et des serveurs cryptés. Elle avait joué le rôle de l'épouse dévouée, cuisinant des lasagnes et écoutant Brandon se plaindre de ses journées stressantes à gérer une équipe de 20 personnes. Elle l'avait fait parce que son père, sur son lit de mort, lui avait fait promettre de trouver un amour qui n'était pas transactionnel. « Ils vous aimeront pour l'argent, Evie, avait-il averti. Trouve quelqu'un qui ne sait pas qui tu es. » Elle avait trouvé Brandon et maintenant elle connaissait la vérité. Sans l'argent, certains hommes ne pensaient simplement pas que tu valais d'être aimé du tout. « Emmenez-moi au penthouse, dit Emily, sa voix durcissant. J'ai besoin d'une douche et d'appeler mon styliste. J'ai besoin de brûler ses vêtements. » Le lendemain matin, le soleil se leva sur Manhattan, luisant sur la flèche de verre de la tour Sterling. Au 90e étage, Emily se tenait devant un miroir du sol au plafond. Disparu était le chignon désordonné. Ses cheveux étaient maintenant un carré élégant et net qui encadrait son visage comme un casque de guerre. Les cardigans beige avaient disparu remplacés par un tailleur Armani puissant sur mesure en gris anthracite, associé à des talons aiguilles qui semblaient ne pouvoir perforer un poumon. Elle prit son téléphone. Il bourdonnait de notifications du chat de groupe de la famille Hayes qu'elle n'avait pas encore quitté. Patricia, peux-tu croire qu'elle a pris les salières? Si mesquin. Emily n'avait pas pris les salières. Brandon, bon débarras. Jessica vient pour le brunch. Assure-toi que la maison est impeccable. Emily sourit, une expression terrifiante. Elle tapa un message rapide à Harrison. Initiez la phase 1. Appelez la banque. Appelez les prêts pour Hayes & Co. Elle sortit du penthouse et entra dans l'ascenseur privé. Quand les portes s'ouvrirent dans le hall de Vanguard Global, le bruit animé du quartier général mourut instantanément. 300 employés se figèrent. Les gardes de sécurité se redressèrent. Une réceptionniste laissa tomber son téléphone. Ils la reconnurent non comme l'épouse de Brandon, mais comme Emily Sterling, la fille du fondateur, le génie qui avait prédit le crash technologique de 2024, la femme qui possédait le bâtiment. « Bienvenue de retour, Mademoiselle Sterling », le chef de la sécurité tonna. Emily ne s'arrêta pas de marcher. « Bonjour, John, salle de conférence est dans 10 minutes. Je veux l'équipe d'acquisition prête. Nous allons faire du shopping. » À l'étage, dans la salle du conseil, les exécutifs se bousculaient. Emily prit place à la tête de la table, une place qui avait été vide pendant 3 ans. « Mesdames et messieurs, » elle commença, projetant les rapports financiers d'une entreprise sur l'écran massif derrière elle. Le logo sur l'écran lit écho. « Cette entreprise, dit Emily, pointant un laser sur l'écran, est actuellement en train de faire levier sur ses actifs pour s'étendre dans le Midwest. Ils sont surchargés. Leur principal secteur est North-South Bank, que nous possédons, nota le directeur financier, ajustant ses lunettes. « Exactement, dit Emily.
Ils ont un paiement ballon dû dans 30 jours. 2 millions de dollars. Ils n'ont pas l'argent liquide. Ils misent sur une fusion avec une plus grande firme pour le rembourser. Avec qui essaie-t-il de fusionner? Demanda un analyste junior. Les yeux d'Emily brillèrent. Nous. Ou plutôt, une de nos filiales. Ils ont envoyé une proposition la semaine dernière à Vanguard Logistics. Elle tapota la table. Acceptez la réunion. Dites-leur que le PDG de Vanguard Global est personnellement intéressé par leur approche innovante. Fixez la réunion pour ce vendredi. Vous voulez les acquérir? Demanda le directeur financier confus. Mademoiselle Sterling, avec respect, leurs finances sont des ordures. C'est un navire qui coule, dirigé par le népotisme. Oh, je ne veux pas les acquérir pour le profit, dit Emily, se penchant en arrière. Je veux les acheter pour pouvoir virer le vice-président. Le vice-président? Brandon Hayes, dit Emily, savourant le nom. Mon ex-mari depuis 12 heures. Une ondulation de choc traversa la pièce, suivie rapidement par la réalisation de ce qui allait se passer. Organisez la réunion, commanda Emily, et assurez-vous qu'ils amènent toute la famille. Dites-leur que nous aimons faire affaire avec des entreprises axées sur la famille. 3 jours plus tard, l'ambiance au bureau Hayes était euphorique. Les bouchons de champagne sautaient dans la salle de conférence chez Hayes & Co. « Je vous l'avais dit, » Brandon cria, levant un verre. « Je vous l'avais dit que je pouvais le faire. Vanguard Global. Le Vanguard Global s'intéresse à nous. » Patricia était là, bien sûr, se pavonnant dans un nouveau tailleur Chanel qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. C'est parce que tu t'es enfin débarrassé de ce poids mort, Brandon. Emily était de la malchance. Au moment où elle est partie, nos fortunes ont tourné. Jessica Price était accrochée au bras de Brandon, l'air ennuyé, mais cher. Vanguard est énorme, bébé. Mon père dit que si cet accord passe, tes options sur actions vaudront 10 millions. Facile, 10 millions n'est que le début. Brandon se vanta. Ils veulent une réunion avec le PDG. Savez-vous qui c'est? Personne ne sait. Ils l'appellent le fantôme. Mais évidemment, il a entendu parler de mon travail. Il voit du potentiel. Nous devons l'impressionner. Le père de Brandon, Robert Hayes, dit nerveusement. C'était un homme transpirant, anxieux, qui savait que les livres de la compagnie étaient truqués, mais il espérait que ce rachat le sauverait de la prison. Nous devons avoir l'air unis. Réussi. Je porterai mon costume bleu, dit Brandon. Jessica, tu viens aussi. Tu es le futur, Madame Hayes. Cela montre de la stabilité. Devons-nous amener l'avocat? Robert demanda. Non, Brandon ricana. Nous ne voulons pas paraître litigieux. Nous entrons le charmant, signons l'accord et obtenons le chèque. D'ici le week-end, nous serons sur un yacht en Méditerranée. Brandon sortit son téléphone. Il avait un appel manqué d'un numéro inconnu, mais il l'ignora. Probablement un recouvreur de créances. Il n'avait plus à s'inquiéter de ceux-là. Il était sur le point d'être riche, vraiment riche, pas seulement riche du Connecticut. Il regarda une photo sur son bureau, une image de lui et Emily de leur lune de miel. Il rit et la jeta dans la poubelle. « Au revoir, Evie », il murmura. « Profite de ta Honda. » Il était loin de savoir que la femme qui conduisait cette Honda était actuellement assise dans un bureau de verre à 50 miles de là, décidant si elle allait démanteler sa compagnie pièce par pièce ou l'écraser d'un coup. Le rendez-vous était fixé pour vendredi à 14 heures. Vendredi arriva avec un ciel gris ardoise qui menaçait de pluie, mais l'ambiance à l'intérieur de la limousine de la famille Hayes était ensoleillée au point de l'illusion. Ils avaient loué une Lincoln Stretch pour l'occasion, un mouvement de mauvais goût pour une réunion d'affaires sérieuse, mais Brandon insista pour arriver avec style. Souvenez-vous, Brandon entraîna, vérifiant son reflet dans le rétroviseur pour la 10e fois. « Laisse-moi parler, papa. Tu acquiesces juste et tu es d'accord. »« Maman, essaie de ne pas être toi. » Patricia ricana, ajustant une broche en diamant qui était définitivement rythmée. « Je suis le charme de cette famille, Brandon. Si ce n'était pour mes grâces sociales,
Ton père conduirait toujours un chariot élévateur. Robert Hayes était assis dans le coin, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Il était le seul qui comprenait vraiment la position précaire de Hayes et Co. Ils n'étaient pas juste fauchés, ils étaient illégalement fauchés. Il avait déplacé des fonds de régime de retraite des employés pour couvrir les coûts d'exploitation le mois dernier. Si cet accord avec Vanguard ne se faisait pas, il ne regardait pas la faillite. Il regardait la prison fédérale. La limousine s'arrêta au trottoir de la Tour Sterling, dans le centre-ville de Manhattan. C'était un monolithe d'acier et de verre qui perçait les nuages. Un bâtiment si imposant qu'il semblait regarder le reste de la ville avec dédain. « Wow !» Jessica respira, regardant à travers le toit ouvrant. « Savez-vous combien est le loyer dans ce bâtiment? » Mon père a dit, « Un placard à balai ici coûte plus qu'une maison dans le Jersey. » Et bientôt, Brandon dit, serrant son genou, « Nous serons partenaires avec les gens qui le possèdent. » Ils sortirent de la voiture, se pavanant vers les portes tournantes. Brandon jeta les clés au voiturier avec un désinvolte. « Gardez-la prêt. Nous ne serons pas longs. » Le hall était une cathédrale du capitalisme. Les plafonds mesuraient 40 pieds de haut et les murs étaient tapissés d'art abstrait qui coûtait plus que les revenus à vie de la famille Hayes. La sécurité était serrée. Des hommes avec des oreillettes qui semblaient avoir été recrutés des opérations spéciales. Brandon approcha le comptoir d'accueil, affichant son sourire le plus gagnant et pratiqué à la réceptionniste, une jeune femme avec des lunettes acérées. « Brandon Hayes », il annonça. « Et sa partie, nous sommes ici pour voir le PDG. Nous avons un deuxième. » La réceptionniste ne sourit pas en retour. Elle tapa quelque chose dans son ordinateur, son visage illuminé par la lumière bleue froide de l'écran. « Monsieur Hayes, vous êtes attendu, » elle dit, sa voix dépourvue de chaleur. « Batterie d'ascenseur C, dernier étage. Vous avez été autorisé pour la suite exécutive. » « Dernier étage, » Brandon murmura à Jessica tandis qu'il passait des tourniquets. « C'est là que les dieux vivent. » La montée en ascenseur fut douce et silencieuse, grimpant 90 étages en moins d'1 minute. Alors que les chiffres montaient, la confiance de Brandon commença à vaciller juste légèrement. L'échelle pure de richesse ici était intimidante. Ce n'était pas la richesse ostentatoire et bruyante à laquelle il était habitué. C'était une puissance d'argent ancienne, calme, lourde. Les portes s'ouvrirent en glissant pour révéler un hall qui ressemblait plus à un musée d'art moderne qu'à un bureau. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique de New York. Au centre de la pièce se trouvait un seul bureau massif fait de marbre noir. Debout près de la fenêtre était Harrison Cole. « Bienvenue, » dit Harrison se retournant. Il portait un costume bleu marine qui lui allait comme une armure. Brandon fronça les sourcils. Il reconnut l'homme, mais ne pouvait pas le situer. « Je le fais, je vous connais. Je ne crois pas que nous ayons été formellement présentés en capacité d'affaires, » dit Harrison doucement. « Je suis le conseiller général de Vanguard Global. Veuillez me suivre à la salle du conseil. Le PDG nous rejoindra sous peu. » Il les mena le long d'un long couloir bordé de bureaux en verre. À l'intérieur, des analystes criaient dans des téléphones, regardant des tickers qui bougeaient si vite qu'ils étaient un flou. C'était le centre nerveux de l'économie mondiale. Ils entrèrent dans la salle du conseil principal. Elle était expansive, dominée par une table assez longue pour y faire atterrir un avion. Il y avait des bouteilles d'eau disposées, veaux naturellement, et des blocs-notes reliés en cuir à chaque siège. « Veuillez vous asseoir », Harrison fit un geste vers un côté de la table. Brandon s'assit au centre, flanqué de son père et de Jessica. Patricia prit le siège à côté de Jessica, atteignant immédiatement une bouteille d'eau. Alors Brandon commença à essayer d'établir une dominance. « Nous sommes excités par la synergie ici. Hazen Kosa apporte beaucoup de saveurs locales au portefeuille de Vanguard. » Harrison ne s'assit pas. Il se tenait à la tête de la table, ses mains jointes derrière son dos. « Nous avons examiné vos finances, Monsieur Hayes. La saveur est certainement un mot pour cela. » Robert Hayes parle. « Nous grandissons agressivement, » Brandon interjecta rapidement. « Cela nécessite une combustion de capital,
Mais les modèles de projection. Nous ne sommes pas ici pour discuter de modèles de projection, Brandon. Une voix vint de l'intercom sur la table. C'était la voix d'Harrison, mais il n'avait pas parlé. Non, attends, Harrison sourit. Je suis désolé. J'aurais dû clarifier. Harrison dit, je ne conduis pas la négociation. Je suis juste ici pour en être témoin. Les doubles portes à l'extrémité de la pièce, en acajou lourd insonorisé, s'ouvrirent en cliquant. Qui l'a conduit alors? Demanda Patricia impatiemment. On nous avait promis le PDG. Et vous l'aurez, dit Harrison. Les portes s'ouvrirent en grand. Le clic-clac des talons sur le parquet résonna comme des coups de feu. Une femme entra. Elle portait un chemisier en soie blanche, un pantalon taille haute et un blazer drapé sur ses épaules comme une cape. Elle tenait une tablette dans une main et une tasse de café dans l'autre. La mâchoire de Brandon tomba. Jessica haleta. Patricia laissa tomber sa bouteille d'eau. Elle roula sur la table avec un bruit sourd et creux. C'était Emily. Mais ce n'était pas l'Emily qu'il connaissait. L'Emily qu'il connaissait portait des poules surdimensionnées et s'excusait de prendre de la place. Cette femme marchait avec l'allure d'un prédateur. Son menton était haut, ses yeux étaient d'acier froid, et elle irradiait une quantité terrifiante de puissance. Elle ne les regarda pas. Elle marcha directement vers la tête de la table, le siège opposé à Brandon, et posa son café. « Désolé, je suis en retard, » dit Emily, sa voix froide et nette. « J'étais en appel avec le premier ministre du Japon. Il parle trop. » Elle leva les yeux, croisant le regard de Brandon. « Bonjour, Brandon. Ferme ta bouche, tu as l'air d'un poisson. » Le silence dans la pièce était si absolu qu'il semblait physique, comme si l'air avait été aspiré hors du système de ventilation. Brandon cligna des yeux, son cerveau dysfonctionnant. « Emily, quoi? Que fais-tu ici? » Il regarda autour de la pièce, s'attendant à une équipe de caméras, une farce, n'importe quoi. Puis son visage se tordit en un ricanement de confusion. « As-tu trouvé un travail ici? Est-ce que cela? Tu es la secrétaire prenant des notes? » Patricia laissa échapper un rire aigu, nerveux. « Oh, Dieu merci! Pendant une seconde, j'ai pensé, eh bien, peu importe. Emily, cher, nous sommes dans une réunion très importante. Apporte-nous du café, veux-tu? Et apporte du sucre cette fois. » Emily ne bougea pas, elle ne cligna même pas des yeux. Elle fixa juste Patricia avec un regard d'ennui profond. Harrison Cole s'avança, sa voix coupant à travers l'illusion de la famille Hayes comme un couteau. « Monsieur Hayes, Madame Hayes, je crois qu'il y a un malentendu. C'est Emily Sterling. Elle est la fondatrice, actionnaire majoritaire et PDG de Vanguard Global. Elle est la personne que vous êtes ici pour impressionner. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. « Sterling. » Brandon se figea. « Sterling? Non. Son nom est Emily Summers. C'est une personne de rien. C'est une orpheline de l'Ohio. » « Ma mère était de l'Ohio, » Emily corrigea calmement, tapotant l'écran de sa tablette. « Mon père était Archibald Sterling, le fondateur de la bourse Sterling. J'ai utilisé le nom de jeune fille de ma mère parce que je voulais voir si un homme pouvait tomber amoureux de moi, pas de mon héritage. » Elle se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. J'ai eu ma réponse il y a 3 jours à la table du dîner, n'est-ce pas? Jessica Price retira sa main du bras de Brandon comme s'il était radioactif. Vous êtes la Sterling heiress, celle que Forbes a appelée la milliardaire silencieuse. C'est moi, dit Emily, et vous devez être Jessica. Je vois que vous portez le bracelet que Brandon a acheté avec la carte de crédit de l'entreprise le mois dernier. Article numéro 432 sur le rapport de dépenses, fourniture de bureau. Je crois qu'il l'a étiqueté. Le visage de Jessica devint rouge vif. Elle couvrit les bijoux sur son poignet. Robert Hayes tremblait. Il avait l'air de faire un événement cardiaque. Madame Bam Sterling. Emily, nous ne savions pas. L'ignorance n'est pas une défense en cours, Robert. Emily dit, sa voix baissant d'une octave. Et ce n'est certainement pas une défense dans cette salle de conseil.
Elle appuya sur un bouton sur la table et l'écran massif derrière elle s'anima en clignotant. Il affichait un réseau complexe de comptes bancaires, de transferts et de sociétés écrans. Parlons affaires, dit Emily, son ton passant du personnel au strictement professionnel. Un requin sentant le sang. Vous êtes venu ici espérant que Vanguard acquérait Hayes & Co. Pour quel était votre prix demandé? 20 millions. C'est une évaluation juste, Brandon balbutia, essayant de retrouver un peu de terrain, bien que sa voix se brisât. Nous avons des actifs. Nous avons. Vous avez des dettes, Emily interrompit. Montre la diapositive 2. L'écran changea. Il montrait une ligne rouge plongeant vers le bas. Vous êtes 4 millions de dollars en dette envers North-South Bank. Vous avez liquidé votre fonds de pension des employés, ce qui est un crime fédéral d'ailleurs, pour payer votre style de vie et votre contrat logistique primaire avec Amazon a été annulé il y a 3 semaines en raison d'incompétence. Emily se leva et marcha lentement autour de la table, traînant sa main le long des dossiers des chaises. Je ne veux pas acheter votre compagnie, Brandon. Votre compagnie est sans valeur. Elle s'arrêta derrière la chaise de Brandon. Il tremblait. Cependant, Emily continua. Je possède votre dette. Vanguard a acquis le portefeuille d'actifs en difficulté de North-South Bank ce matin, ce qui signifie que je vous possède. Brandon tourna sur sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. Nous étions mariés. Tu me dois. Je te devais loyauté, Emily dit doucement, et je te l'ai donné. Tu m'as donné des papiers de divorce et un chèque de 50 000 $. Elle atteignit dans la poche de son blazer et en sortit le chèque qu'il lui avait donné. Elle le déchira en 4 morceaux et laissa les confettis pleuvoir sur sa tête. Voici l'affaire, Emily annonça, retournant à son siège. Vanguard n'acquérera pas Hayes & Co. Au lieu de cela, nous appelons le prêt immédiatement. Nous ne pouvons pas payer ça, Robert cria. Cela nous mettra en faillite. Nous perdrons la maison, les voitures, tout. Oui, dit Emily simplement. C'est généralement ce qui arrive quand vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas. Emily, s'il te plaît. Patricia se leva, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Nous sommes de la famille. J'étais comme une mère pour toi. Emily rit. C'était un son sombre et sec. Patricia, tu m'as dit que je devrais être reconnaissante que tu me laisses manger à table. Tu m'as dit que ma robe était bon marché. Cette robe était une Loro Piana sur mesure. Elle coûtait plus que ta voiture. Emily se tourna vers Harrison. Exécutez la saisie. Saisissez les actifs. Le domaine du Connecticut, la maison des Hampton et l'immeuble de bureau. Je veux qu'ils soient évacués d'ici lundi. Faites, dit Harrison, tapant sur son téléphone. Brandon se leva, son visage violet de rage. Tu m'as dupé. Tu m'as menti pendant 3 ans. C'est de la fraude. Ce n'est pas de la fraude, Brandon, Emily dit froidement. C'est de la vie privée. Et franchement, si tu avais passé 10 minutes à me demander de ma journée au lieu de parler de toi, tu aurais peut-être compris. Tu ne m'as pas divorcé parce que j'étais pauvre. Tu m'as divorcé parce que tu pensais pouvoir faire mieux. Elle regarda Jessica, et parlant de faire mieux, Emily haussa un sourcil. Jessica se leva. Elle attrapa son sac à main. Je pars, Jessica dit, regardant Brandon avec dégoût. Je ne peux pas croire que tu m'aies entraîné là-dedans. Tu es fauché. Tu es réellement fauché. Jessica, attends, Brandon supplia. Nous pouvons combattre ça. Combattre quoi? Jessica claqua. C'est Emily Sterling. Elle pourrait acheter la compagnie de mon père avec de la monnaie de poche. Tu es fini, Brandon. Ne m'appelle pas. Jessica sortit de la pièce en furie, le son de ses talons s'estompant dans le couloir. La famille Hay fut laissée seule dans l'épave. Robert pleurait dans ses mains. Patricia regardait le mur d'un air vide. Brandon regarda Emily une dernière fois. Il avait l'air petit, vaincu. « Pourquoi? » Il murmura. « Si tu avais tout ça, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu gouverner le monde ensemble. »
Emily le regarda avec un mélange de pitié et d'indifférence. Parce que Brandon, elle dit, signalant la sécurité de les escorter dehors. Je ne voulais pas un dirigeant, je voulais un mari, et tu voulais un tremplin. Elle tourna sa chaise, faisant face à la fenêtre et à la ville tentaculaire en dessous. Fais-les sortir de mon bâtiment, Harrison, et assure-toi qu'ils valident leur stationnement. Je ne paye pas pour cela. La chute de la dynastie Hayes ne se produisit pas en silence. Elle se produisit avec le crissement des pneus et le clignotement des lumières de police. Lundi matin arriva avec une vengeance. Le domaine Hayes dans le Connecticut, autrefois le symbole de leur supériorité perçue, fut encerclé. Mais ce n'étaient pas des invités pour un dîner. C'était une flotte de camions de déménagement sous contrat avec la banque, flanquée de 2 voitures de patrouille du poste de police locale. Patricia se tenait sur le porche avant, portant toujours sa robe de soie, criant à un shérif adjoint. « Vous ne pouvez pas faire cela. Savez-vous qui nous sommes? Mon fils est un vice-président. Nous sommes la famille Hayes. L'adjoint, un homme fatigué qui avait été arnaqué sur un pourboire par Patricia dans un restaurant local il y a 3 ans, ne cligna pas des yeux. « Maman, vous êtes en train de faire de l'intrusion sur une propriété appartenant à la banque. » La saisie fut exécutée à 9 heures du matin. Vous avez 20 minutes pour recueillir les essentiels personnels meubles, électroniques et les œuvres d'art restent. Ils sont des actifs de la masse de la faillite. À l'intérieur de la maison, Brandon fourrait frénétiquement des vêtements dans une valise. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais pas avec des offres d'emploi. La New York Chronicle avait publié l'histoire. Titre: De pigiste à mania. Comment la milliardaire silencieuse a divorcé une fraude. L'article était brutal. Il détaillait tout. Le règlement de divorce de $50, l'infidélité avec Jessica Price et la révélation que Hayes et Co. avaient pillé leur fonds de pension des employés pour payer des voitures de luxe. Le téléphone de Brandon émit un ping avec une notification. C'était lié dans. Son compte avait été signalé pour activité suspecte. Puis vint l'email du Country Club. Adhésion révoquée en raison de non-paiement et de conduite indigne. Brandon. Robert fit éruption dans la pièce, le visage gris. La police est ici, pas juste pour l'expulsion. Ils ont un mandat. Quoi? Brandon laissa tomber une pile de pearls en cachemire. Pour qui? Pour moi, Robert murmura, terrifié. Le fonds de pension. La SEC a commencé une enquête vendredi après-midi. Quelqu'un les a tuyautés. Brandon sentit le sang se vider de son visage. Emily. Elle n'avait pas juste appelé le prêt. Elle avait remis les preuves de leur fraude aux autorités. Elle ne les voulait pas juste faucher. Elle voulait justice pour les employés qu'ils avaient volés. En bas, le chaos atteignit un point de fièvre. Robert Hayes fut conduit dehors menotté, protégeant son visage des caméras de nouvelles locales qui s'étaient rassemblées au portail. Patricia sanglotait, serrant une boîte à bijoux qu'un agent de saisie lui prit doucement mais fermement des mains. « C'est du quartier », elle hurla. « C'est une propriété saisie », l'agent corrigea. Brandon sortit de la maison portant un seul sac de sport. Il regarda l'allée. Sa Porsche était partie, reprise pendant la nuit. Le seul véhicule restant était la camionnette de l'entreprise qui était actuellement en train d'être immobilisée par un agent de stationnement. Il regarda la foule de voisins observant derrière la clôture en fer forgé. Il vit les chuchotements, les téléphones l'enregistrant. L'humiliation était totale. Il avait passé toute sa vie à prétendre être meilleur que tout le monde. Et maintenant, il était plus bas que la saleté sur leurs chaussures. Il tira sa capuche et essaya de se faufiler à travers la foule, mais un reporter de Channel 4 lui fourra un microphone dans le visage. « Monsieur Hayes, est-il vrai que vous avez divorcé Emily Sterling parce que vous pensiez qu'elle était pauvre? Avez-vous un commentaire sur les rumeurs que vous l'avez supplié de revenir? » Brandon repoussa le microphone. « Pas de commentaire. Sors de ma face. » Il les dépassa en poussant, marchant sur la route parce qu'il n'avait pas de voiture, n'avait pas de transport, et réalisa avec une horreur grandissante qu'il n'avait pas assez d'argent liquide dans son portefeuille pour un Uber vers la ville.
Ses cartes de crédit avaient été refusées à la station-service il y a 1 heure. Il s'assit sur un banc à 1 mille de son ancienne vie, fixant son téléphone. Il composa le numéro de Jessica Price une dernière fois. Cela alla directement à la messagerie vocale. Puis un message texte apparut. Jessica, mon avocat dit que je peux te poursuivre en justice pour détresse émotionnelle et fraude concernant la bague de fiançailles. Ne me contacte plus ou j'ajouterai une ordonnance de restriction à tes problèmes. Brandon mit sa tête dans ses mains. Il rit, un son brisé et hystérique, 50 000 $. C'était ce qu'il avait donné à Emily. S'il avait juste été un être humain décent, s'il l'avait juste aimé, il se réveillerait dans le penthouse de la Tour Sterling en ce moment, il serait de la royauté. Au lieu de cela, il était sans abri. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'effondrement de la dynastie Hayes. Dans le monde à grande vitesse de la finance new-yorkaise, 6 mois étaient une éternité. Assez de temps pour que des fortunes soient faites, des compagnies se dissolvent et des scandales soient enterrés sous la prochaine vague de potins. Pour Emily Sterling, cependant, le dernier semestre avait été une renaissance. La Tour Sterling, autrefois une forteresse de solitude, où elle se cachait du monde, était devenue un phare. Sous sa direction directe, Vanguard Global s'était non seulement stabilisée, mais avait aussi étendu agressivement. Elle avait lancé une initiative d'énergie propre en Scandinavie, accueilli un géant de la technologie en difficulté dans la Silicon Valley et établi le fonds de bourse Archibald Sterling, un effort philanthropique massif dédié à la littératie financière pour les femmes. Mais le plus grand changement n'était pas dans le prix de l'action. C'était en Emily elle-même. Elle était assise dans son bureau un mardi après-midi, révisant la liste des invités pour le prochain gala de la Fondation Sterling. Le soleil traversait le verre, illuminant l'espace où elle s'était autrefois assise dans le noir, craignant d'être vue. Elle portait un costume couleur crème taillé à la perfection, ses cheveux coupés en un carré asymétrique net qui criait l'autorité. Harrison, elle dit, ne levant pas les yeux de sa tablette. Pourquoi le maire est-il sur la liste d'attente? Harrison Cole, assis sur le canapé en cuir moelleux, révisant des contrats, gloussa. Parce qu'il n'a pas répondu à temps, mademoiselle Sterling. Et vous l'avez clairement dit. Pas d'exception. Emily sourit, une chaleur authentique qui avait manqué à sa vie pendant 3 ans. Bien, laissez-le transpirer. C'est bon pour son humilité. Déplacez-le à la table 4 près des portes de la cuisine juste au cas où il aurait faim. Harrison rit. Tu es devenu impitoyable, Evie. J'ai toujours été impitoyable, Harrison. Elle corrigea doucement, balayant vers la page suivante. J'ai juste passé 3 ans à essayer d'être petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Je ne ferai plus cette erreur. L'interphone bourdonna. Mademoiselle Sterling, mise à jour de sécurité. Allez-y, Emily dit. Nous avons une situation dans le hall. Un homme prétendant avoir un lien personnel avec vous. Il est persistant. Il a été ici 3 fois cette semaine. Le doigt d'Emily plana au-dessus de la tablette. Elle savait qui c'était. Elle n'avait pas besoin de demander. Description? Elle demanda juste pour être sûre. Mâle, milieu de la trentaine, ébouriffé, portant un costume qui a l'air vécu. Il dit que son nom est Brandon. Il dit qu'il a un rendez-vous. Harrison leva les yeux, son visage durcissant. Je m'en occuperai. Je le ferai enlever pour harcèlement. Non, Emily dit. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant d'en bas 90 étages vers les gens de la taille d'une fourmi en dessous. Quelque part là-bas, dans le chaos de la ville, se trouvait l'homme qui lui avait autrefois tenu la main à travers une table de dîner et lui avait dit qu'elle n'était pas assez. Laissez-le partir, Emily dit doucement. S'il ne menace personne, dites-lui juste que le PDG est indisponible indéfiniment. Evie, Harrison dit, sa voix tombant est un grognement protecteur. Il est désespéré. Les hommes désespérés sont dangereux. Il n'est pas dangereux, Harrison, Emily répondit, se retournant avec des yeux qui ne contenaient aucune peur, seulement une pitié distante.
Il est juste vide, et le vide ne peut plus me blesser. Et 5 miles de là, dans un studio exigu et courant d'air à Queens, Brandon Hayes fixa son reflet dans un miroir de salle de bain fissuré. L'homme regardant en retour était un étranger. Ses yeux étaient enfoncés, cernés de cercles noirs. Sa peau était pâle, pâteuse d'un régime de nouilles instantanées et de café bon marché. La coupe de cheveux chers était depuis longtemps partie, remplacée par une coupe inégale qu'il avait faite lui-même avec des ciseaux à ongles. Il ajusta sa cravate. C'était une cravate Hermès, une des rares choses qu'il avait réussi à faire passer en fraude hors de la maison dans ses poches avant que les huissiers ne ferment les portes. Elle était tachée maintenant, une tache de café près du bas qu'il ne pouvait pas frotter. « Tu peux faire ça, » il murmura au miroir. Sa voix semblait mince, tremblante. « Tu es une brume. Tu as de l'expérience. Tu es un vice-président. » Il n'était pas un vice-président. Il n'était même pas employé. Depuis que le scandale a éclaté, Brandon était devenu un paria. L'article dans la Chronicle avait fait son travail trop bien. Aucune firme respectable ne le toucherait. Il avait postulé pour des postes en vente logistique, même en saisie de données. Chaque entretien se terminait de la même manière. Une recherche Google, une tout poli, et eux nous garderont votre CV en dossier. Son père, Robert, attendait actuellement son procès sous assignation à résidence dans un sous-sol loué dans le New Jersey. Sa mère, Patricia, avait emménagé avec un cousin éloigné dans l'Ohio, qu'elle se moquait autrefois pour être provinciale. Et Brandon était ici seul. Il vérifia sa montre. C'était une montre numérique en plastique bon marché qu'il avait achetée dans une pharmacie. 16h30. Il avait un entretien dans une entreprise de traiteurs. Ce n'était pas de la gestion. Ce n'était même pas des ventes. C'était pour un poste de serveur. Juste pour maintenant, il se dit, attrapant son manteau, juste jusqu'à ce que la chaleur retombe. Puis je remonterai. Je lui montrerai. Je leur montrerai à tous. Il sortit dans le couloir qui sentait le chou bouilli et le tapis humide. Il ferma la porte à clé, non pas qu'il y ait quoi que ce soit à voler à l'intérieur, et se dirigea vers le métro. Alors qu'il prenait le train 7 pour Manhattan, serré entre un ouvrier du bâtiment et un étudiant, Brandon ferma les yeux et se rappela les sièges en cuir de sa poche. Il se rappela l'odeur de l'océan à la maison des Hampton. Il se rappela la cuisine d'Emily. Il réalisa avec un sursaut de nausée qu'il ne pouvait pas réellement se rappeler quel goût avait la cuisine d'Emily. Il n'avait jamais vraiment fait attention. Il l'avait juste mangé, s'était plaint du sel et était allé regarder la télévision. Tu ne rentres pas dans ce monde, Evie. Les mots le hantaient. Il les lui avait dit en face. Il les avait crus. Maintenant, regardant autour de la rame de métro crasseuse, il réalisa la cruelle ironie. Elle ne rentrait pas dans son monde parce qu'elle était au-dessus de lui, et il ne rentrait pas dans le sien parce qu'il n'avait jamais pris la peine de lever les yeux. La nuit du gala de la Fondation Sterling arriva avec le genre d'anticipation électrique que seul New York pouvait générer. Le Plaza Hotel fut transformé. Le tapis rouge s'étirait sur la 5e avenue, flanqué de cordons de velours et de paparazzi criant les noms de célébrités. À l'intérieur de la grande salle de bal se trouvait un paysage onirique d'or et de saphir. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond, projetant une lueur chaude sur les centaines d'invités. L'air sentait le parfum cher, les orchidées et l'argent. Emily se tenait dans la file d'accueil VIP, serrant la main des sénateurs et des PDG. Elle portait une robe en velours bleu nuit qui semblait absorber la lumière, chatoyante à chaque mouvement. Autour de son cou pendait un simple pendentif en diamant, la seule pièce de joaillerie qu'elle portait. Emily. Elle se tourna pour voir Jessica Price approcher. Jessica avait l'air différente, moins frénétique. Elle portait une robe noire modeste et elle ne s'accrochait au bras de personne. « Jessica, » dit Emily, son ton poli mais gardé. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »
J'ai acheté un billet, Jessica dit, serrant son sac pochette nerveusement. Eh bien, mon père a acheté une table, mais je voulais venir. Elle hésita en regardant le sol. J'ai vu les nouvelles sur le fonds de bourse, le programme de littératie financière. Je me suis inscrite au premier séminaire. Emily haussa un sourcil. Vous l'avez fait? Oui, Jessica admit, une rougeur montant à son cou. Après tout, avec Brandon, j'ai réalisé quelque chose. Je ne savais rien de mon propre argent. Je cherchais juste un gars pour le gérer pour moi. Je ne veux plus être cette fille. Je ne veux pas être inutile. Emily l'étudia un instant. Elle vit la honte authentique dans les yeux de Jessica, mais aussi une étincelle de détermination. Bien, dit Emily, offrant un petit sourire serré. La première étape pour ne pas être une victime est de connaître sa propre valeur. Profitez du séminaire, Jessica. C'est rigoureux. Merci, Jessica respira, l'air soulagé. Et Emily, vous avez l'air heureuse. Je le suis, dit Emily. Alors que Jessica s'éloignait, Harrison apparut au coude d'Emily. Il avait l'air tendu. Nous avons un problème à l'entrée de ce service. Harrison murmura, se penchant près pour que le sénateur voisin n'entende pas. Le personnel de traiteur, Emily demanda. L'un d'eux, dit Harrison. L'agence a envoyé un serveur de remplacement à la dernière minute parce que quelqu'un avait appelé pour dire qu'il était malade. La sécurité l'a signalé, mais il est déjà à l'intérieur de la zone de préparation. C'est lui, Evie. Emily devint immobile. Brandon est ici en train de travailler. Il porte un plateau de flûte de champagne, dit Harrison, sa voix empreinte de dégoût. Voulez-vous que je le fasse enlever? Je peux faire en sorte que la sécurité le traîne dehors par l'arrière avant qu'il ne mette un pied sur le sol. Emily regarda la salle de bal. Elle vit le rire, la joie, la célébration de son dur travail. Elle pensa à l'homme dans la zone de préparation, portant un uniforme emprunté, tenant un plateau de boissons pour des gens qu'il pensait autrefois être ses pairs. Si elle le chassait, il serait une victime dans son propre esprit. Il se dirait qu'elle était cruelle, qu'elle était vindicative. Non, Emily dit lentement. Laissez-le travailler, Evie. Êtes-vous sûr? Laissez-le travailler, elle répéta, sa voix durcissant en acier. Laissez-le voir exactement ce qu'il a jeté. Laissez-le servir le monde pour lequel il se croyait trop bon. Elle se tourna vers Harrison. Mais Harrison, assurez-vous qu'il serve la table 1. La table 1 était la table d'Emily. Une demi-heure plus tard, les invités étaient assis pour le discours d'ouverture. La pièce s'assombrit et un projecteur frappa la scène. Emily marcha jusqu'au podium, les applaudissements la submergeant comme une marée. Dans les ombres de la périphérie de la pièce, Brandon Hayes se tenait figé. Il tenait un plateau d'argent chargé de verres en cristal. Son uniforme était mal ajusté, le col trop serré, le pantalon trop court. Il avait espéré se fondre dans la masse pour gagner $100 rapidement pour la nuit et disparaître. Il n'avait pas regardé la liste des invités. Il n'avait pas su de qui était ce gars-là. Puis il entendit la voix. « Mesdames et messieurs, chers invités. » Il leva les yeux et il arrêta de respirer. La voilà, la femme qu'il avait critiquée pour s'avachir, la femme qu'il avait grondée pour acheter des pâtes de marque générique. Elle était rayonnante. Elle commandait la pièce non par le volume mais par la présence. Chaque personne dans la pièce milliardaire, leader icône, pendait à chacun de ses mots. Ce soir est à propos de la valeur. Emily disait, non pas la valeur d'une action ou d'une obligation ou d'une propriété, mais la valeur d'un être humain. Trop souvent, nous jugeons les gens par l'étiquette sur leurs vêtements plutôt que par le contenu de leur caractère. Nous confondons le prix et la valeur. Brandon sentit une douleur physique dans sa poitrine, une vive douleur tordante de regret si profonde qu'elle le mit presque à genoux. Il se rappela le dîner d'anniversaire. Il se rappela le regard dans ses yeux quand il lui tendit l'enveloppe. « Tu es contente de la médiocrité », il avait dit. « Médiocrité ?» Il la regarda maintenant, un titan de l'industrie, une reine dans sa propre cour, et il regarda ses propres mains,
tenant un plateau pour des gens qui ne le regarderaient même pas dans les yeux. Champagne? Un invité à une table voisine claqua, claquant ses doigts à Brandon. Brandon tressaillit. Oui, oui, monsieur. Il se précipita pour verser la boisson, sa main tremblante. Il renversa quelques gouttes sur la nappe. Fais attention, espèce d'idiot, l'invité siffla. Désolé, je suis si désolé. Brandon balbutia, reculant. Il se retira dans l'ombre, son cœur martelant contre ses côtes. Il voulait courir. Il voulait laisser tomber le plateau et fuir dans la nuit pluvieuse. Mais il ne pouvait pas. Il avait besoin de ce travail. Il avait besoin de l'argent pour payer son loyer. Le discours se termina et la pièce éclata en une ovation debout. Emily marcha down les marches de la scène se dirigeant directement vers la table 1. Alors qu'elle s'asseyait, le chef du service traiteur fit signe à Brandon. Hayes, la table 1, a besoin d'un remplissage. Bouge. Brandon se figea. Je ne peux pas. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un d'autre. Tout le monde est occupé. Le manager aboya. Va où tu es viré sans salaire. Brandon avala la bile montant dans sa gorge. Il ajusta sa prise sur le plateau. Il garda la tête baissée, fixant le tapis, priant un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis des années qu'elle ne le reconnaîtrait pas. Il approcha la table. Il remplit le verre de Harrison. Il remplit le verre du sénateur à côté d'elle. Puis il atteignit Emily. Sa main apparut. Elle ne portait pas de bague. Ses ongles étaient manucurés parfaits. Il versa le champagne, le liquide doré bouillonnant jusqu'au bord. Sa main tremblait si fort que la bouteille cliqueta contre le verre. Clink, clink, Emily ne se retira pas. Elle attendit qu'il ait fini, puis elle parla. Merci. C'était juste 2 mots, mais le ton glaça le sang de Brandon. Ce n'était pas la voix d'une ex-femme. Ce n'était pas la voix de la colère. C'était la voix d'une étrangère polie, distante, indifférente. Il ne put s'en empêcher. Il leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant 1 seconde, les sons du gala s'estompèrent. Brandon regarda dans les yeux gris auxquels il s'était réveillé pendant 3 ans. Il chercha une étincelle. Colère, tristesse, amour, haine, n'importe quoi pour prouver qu'il avait compté pour elle, qu'il avait laissé une marque. Mais il n'y avait rien. Elle le regarda de la manière dont on regarde un serveur. Elle le regarda et elle vit du service. Pour une fonction, elle ne vit personne. Y a-t-il autre chose, maman? Brandon murmura, sa voix se brisant. Une larme s'échappa de son œil, traçant à travers la sueur sur sa joue. Emily marqua une pause. Elle vit la larme. Elle vit le costume bon marché. Elle vit la ruine d'un homme qui avait été consumé par sa propre vanité. Elle aurait pu le détruire à ce moment-là. Elle aurait pu annoncer son nom à la table. Elle aurait pu l'humilier une dernière fois. Mais Emily Sterling était passée à autre chose. Elle construisait un empire et les empires ne se soucient pas des décombres. Non, Emily dit doucement, retournant son attention vers le sénateur à côté d'elle. Ce sera tout. Brandon resta là un battement de cœur de plus, un fantôme hantant un festin auquel il ne pourrait jamais se joindre. Puis il se tourna et s'en alla. Il traversa la cuisine, jeta son tablier dans le panier à linge et sortit par la porte de service dans l'allée derrière l'hôtel. La pluie tombait d'averse maintenant, froide et implacable. Brandon Hayes marcha dans l'obscurité de New York. Le son des applaudissements pour son ex-femme s'estompant derrière lui, avalé par le bruit de la circulation. Il avait voulu une vie de luxe. Il avait voulu être important. Il atteignit dans sa poche et en sortit son portefeuille. Il était vide, à l'exception du seul billet de 20 $ que le manager lui avait fourré pour son service. Il regarda l'argent. C'était assez pour un repas. Il marcha vers un diner, l'enseigne néon clignotant sous la pluie. C'était juste un homme en costume mouillé, affamé et seul. Et de retour dans la chaleur de la place, sous les lumières de cristal, Emily Sterling leva son verre en un toast à l'avenir, enfin vraiment libre.
Et c'est l'histoire d'Emily Sterling et Brandon Hayes. C'est un rappel brutal que quand vous épousez quelqu'un, vous épousez leur cœur, pas leur portefeuille. Brandon a poursuivi l'illusion de la richesse et a perdu la réalité de la vraie valeur. Il apprit à la dure que la femme sans le sou qu'il méprisait était la seule personne qui aurait pu lui donner le monde. Que pensez-vous? Brandon a-t-il mérité son sort? Ou Emily était-elle trop dure? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, karma et justice, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire de secrets scandaleux et de douce vengeance. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, soyez prudents sur qui vous marchez aujourd'hui. Ils pourraient être ceux qui signent votre chèque de